C'est bon. Bonjour, bienvenue à cette session qui est un tour d'horizon sur les outils pour être un développeur web productif. Rapidement, petite phase de présentation. En fait, on se présente juste. Donc moi, c'est Jean-François Garot. Je suis développeur chez SQLi et accessoirement, je dirige aussi avec Julien le GDG Nantes. Moi, je suis à Zénith à Nantes et du coup, nous organisons conjointement le DevFest Nantes le 6 novembre prochain. Bref. Alors, en fait, là, on va vous présenter un certain nombre d'outils. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est de passer moins de 2 minutes par outil des DevTools sur Chrome. Donc on a préparé en fait une petite to-do app qui va mettre en pratique chacun des use cases. Donc ça va aller vite, vous allez voir plein d'outils. Et si on a de la chance, il y aura du temps pour les questions, mais ça c'est moins sûr. Ok, donc voilà la petite to-do app, rien de spécial, hein, c'est une to-do list qu'utilise derrière, il y a du Gulp qui permet de recharger des choses. Grosso modo, on va se concentrer à essayer de montrer des nouvelles choses qu'il y a dans les Chrome DevTools et essayer de le faire très rapidement. Donc là, j'ai ouvert mon projet. Bon, l'écran est un peu petit, j'essaie de me débrouiller. En gros, j'ai un truc tout simple qui va chercher sur le serveur les valeurs par défaut, en fait, quand je fais un petit refresh. Ok. Donc bon, rien de spécial. Et je peux le désactiver forcément. Ok, donc je sauvegarde. Et voilà, vous l'avez vu derrière, en fait, ça a reloadé. Donc maintenant ici, ça fait plus rien. Donc c'est vrai que si j'enlève des items, voilà, la boucle est continue et ça marche. Mais ça c'est sympa, mais en fait je fais beaucoup d'allers-retours entre mon IDE préféré et puis du coup les Chrome DevTools. Donc il y a quelque chose qui est vraiment assez sympa, qui est en fait d'associer en fait dans ses sources un workspace. Alors, je vais essayer de masquer quelques éléments parce que c'est vraiment petit. Tac. La console aussi. Alors, comment on fait ça en fait? Hop, on peut ajouter un folder au workspace. Non, c'est pas là. Tic. Tic. Donc là, il est en train de faire le mapping physique, vraiment au niveau du file system, entre notre projet et les DevTools. Et il me demande en fait d'autoriser parce qu'en fait je vais pouvoir directement sauvegarder mon application dans les DevTools. Donc on retrouve en fait le commentaire que j'avais mis dans mon IDE. Et puis du coup, je peux éditer. On a vu du coup, il m'a mis des choses en rouge quand ça va pas. Et puis quand je sauvegarde, j'ai toujours mon mécanisme derrière du gulp qui fait que ça rafraîchit. Et donc maintenant en fait quand je rafraîchis, hop, voilà, j'ai les données qui sont apparues. Donc ça c'est vraiment sympa. Et puis voilà, mon application elle fait pas que ça, elle fait pas mal de choses. On peut avoir par exemple du less. Alors j'essaie de montrer que c'est un fichier, voilà. Et typiquement en bas, j'ai une petite couleur pour indiquer qu'un élément a été vraiment complété. Donc voilà, typiquement ici. Hop. Et donc si je sauvegarde, il y a un mécanisme, voilà, ça recharge. Et puis en fait maintenant, quand je vais valider un item, ça passe en rouge. Ok, donc là, rien de spécial. Et puis derrière, du coup, ça a bien mis à jour derrière mon IDE aussi. Donc c'est vraiment au niveau du système de fichiers que ça marche bien. Donc ça, c'est un premier truc qui est assez sympa. Derrière aussi, tout ce qui est en fait gestion du réseau. Ah oui, au niveau des sources, j'ai oublié un petit truc, c'est les snippets de code. Et ça, c'est pareil, on l'oublie souvent. En fait, les gens utilisent énormément la console pour, je sais pas moi, tester un petit truc, un petit console log de test, ok. Donc ça, c'est sympa, ça marche bien. Et ce qui se passe aussi, c'est que quand on a besoin de faire pas mal de choses, ça peut être pratique en fait de les utiliser et de faire des petits snippets de code. Donc ça, c'est sympa. Donc je vais reprendre mon exemple. Ok, je peux le sauvegarder. Et derrière, je peux le lancer. Bon, moi, j'ai le même résultat. Ce qui est assez sympa, c'est que dans l'application, j'utilise Lodash, une librairie JavaScript qui permet en fait de faire de la programmation fonctionnelle. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de monde qui connaît. Et donc je peux directement, alors que en fait dans mon snippet de code, j'ai pas Lodash d'injecter. En fait, il va récupérer toutes les librairies qui sont injectées au niveau de ma page web. Donc là, je peux utiliser par exemple la fonction assign, voilà, qui permet d'assigner des éléments un objet à l'objet. Ok, donc je sais pas moi, une catégorie test et puis un texte. Hop, voilà, et puis derrière l'afficher. Et
là, voilà, j'ai bien mon objet qui est apparu. Donc en fait, là derrière, on voit bien que ça a utilisé vraiment la librairie que j'ai en fait dans ma page à côté. Donc ça, c'est assez pratique. Très pratique pour rejouer des scénarios, voilà, des petits scripts. Il y a aussi quelque chose de vraiment pratique, c'est que en fait dans Chrome ils évoluent vraiment constamment au niveau de tout ce qui se passe, au niveau avec Mascript 6, etc. Et donc il y a certaines choses qui sont déjà prêtes dans Chrome à ce niveau-là. Donc typiquement en fait je peux utiliser l'objet set qui est déjà disponible. Donc là j'ajoute un certain nombre voilà de valeurs, donc j'ajoute 2 fois 4. Et puis dans mon résultat en fait on voit bien voilà que j'ai un set, donc ça a bien marché. Donc ça c'est vraiment des choses qui sont dans Emacscript 6 et que je peux déjà en fait voilà trifouiller, regarder un petit peu dans mon application sans forcément avoir besoin d'avoir quelque chose côté serveur de très complexe. Voilà. Au niveau de la console, en fait nous notre application elle est stockée dans le local storage et voilà je peux essayer de vider le local storage de temps en temps pour vérifier mon application que ça marche bien. Donc je peux le faire en ligne de commande. Mais à chaque fois que je vais reloader mon application, que je vais recharger les données, il va falloir que je vide le local storage, donc je réécrive les commandes. Alors c'est vrai que on peut retrouver un petit peu la liste de toutes les commandes voilà avec les flèches, mais bon c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et puis on peut avoir des comportements plus complexes qu'on veut automatiser. Je sais pas, un mécanisme d'authentification pour récupérer un token, le stocker quelque part, ce genre de choses. Et donc tout ça en fait, on peut du coup utiliser snippet de code pour s'en occuper. Voilà, donc là je l'ai lancé, ça a vidé le local storage, et puis donc du coup dans mon application, j'ai plus rien. Tu peux aussi montrer qu'on peut accéder au local storage différemment. Ouais, alors du coup, je vais reloader quand même quelques éléments, histoire de montrer. Et du coup, dans l'onglet ressources, on va retrouver en fait mon local storage, et en fait, on va retrouver en fait la liste de ma to-do list, et je peux aussi du coup éditer directement. Voilà. Ok. On voit bien la modification là. Ok. Donc ça c'est vraiment la partie on va dire codée en fait dans les Chrome DevTools directement puis utiliser voilà la pleine puissance du navigateur par rapport à ça. Il y a aussi autre chose qui est vraiment très sympa, qui est très puissant pour utiliser son application, c'est justement de voir un petit peu comment ça se comporte au niveau réseau. Donc la nouvelle timeline network est arrivée sur Chrome Canary en tout cas c'est assez récent, c'est moins d'un mois. Donc on peut vraiment filtrer sur les éléments qu'on veut repérer. Voilà, il y a aussi on voit bien en fait aussi tous les mécanismes qui sont un petit peu en attente. Donc là on voit qu'il y a pas mal de requêtes qui stackent au démarrage. Pour rappel du coup dans Chrome on a 6 requêtes par domaine maximum. Donc c'est vrai qu'il y a les requêtes qui stackent un peu. Et puis en fait on peut voir un petit peu le temps d'attente de chacune, le temps de téléchargement. Donc là je suis en local donc c'est vrai que c'est pas très représentatif. Voilà pour cet aspect là. Et dis-moi ça sert à quoi les petits boutons en haut là? Je vois il y a une petite coche là, Disable Cache, Preserve Log. Alors ça c'est vrai que c'est des choses voilà, Disable Cache en fait ça permet du coup de désactiver le cache, donc à chaque fois que je vais faire F5 en mode développement c'est assez pratique pour être sûr d'avoir les dernières données à jour. Et puis le Preserve Log, en fait il va préserver les logs vraiment du réseau, donc associer en fait un Preserve Log dans la console, ça permet en fait de naviguer sur son site, de vraiment changer de page et en fait de conserver trace de tout ce qu'on a fait, donc que ce soit au niveau des logs et des traces réseau. C'est souvent pratique quand on fait des mécanismes de login, où on a d'authentification, on a pas mal de redirections par exemple, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, et là du coup vraiment on a la trace de tout ce qui s'est passé au fur et à mesure, donc très pratique pour débugger ce genre de choses. Le dernier point que je voulais montrer, c'était un peu plus en fait quand on fait des API. Donc là je récupère un plan JSON. Une petite aparté, maintenant on peut afficher aussi le protocole. Ça permet de vérifier par exemple, là il y a l'appli qui est sur App Engine. Ça permet de vérifier voilà quel est le protocole utilisé. Et là on voit que il est encore sous HTTP pour l'instant. Ouais. Bon. En fait, par exemple, typiquement avec un serveur HTTP2, ça permet de vérifier quelles requêtes sont HTTP2, lesquelles sont HTTP1, ce genre de choses. Donc voilà, on peut regarder un petit peu son code. Et en fait, là-dessus, on peut récupérer pas mal de données. Voilà, si on utilise pas mal curl, on peut récupérer directement le curl pour faire la requête. On peut récupérer le HTTP archive. Donc ça permet, dans certains cas, en fait, de garder un petit peu tous les traces réseau et utiliser d'autres outils qui permettent de comparer un petit peu ce qui s'est passé. Et on peut aussi rejouer ces requêtes. Alors rejouer ces requêtes, bon là dans l'exemple c'est récupérer un JSON donc c'est pas très intéressant, mais voilà quand on est en train de développer quelque chose, qu'on a vu une erreur voilà, sur son back-end, peut-être qu'on veut corriger son back-end rapidement pour voir,
Et au lieu de régénérer toute son application pour relancer la même requête, on peut directement en fait faire clic droit, replay la dernière requête, et du coup ça va garder tous les mécanismes d'authentification, si vous avez des tokens qui sont passés, des headers particuliers, tout ça va être conservé et rejoué en fait sur votre serveur. Donc ça permet vraiment de modifier votre backend et de retester directement l'IHM sans forcément appuyer sur F5 ou quoi que ce soit. Dernier point intéressant, c'est qu'en fait au niveau optimisation, on a souvent c'est important de regarder ce qui se passe au niveau de la taille des sites. Donc là, on voit il y a 3 méga de transférés, que ça a mis 1 seconde 20, 41 requêtes. Ce qui peut être pas mal en prod, c'est de voir aussi, en fait, il y a des petits mécanismes de filtre qui permettent de regarder en fait d'où ont été faites, de quel domaine ont été faites les requêtes. Donc là, typiquement de localhost, j'ai la majorité de mes requêtes qui ont été faites de localhost, donc 40 sur 41. Et puis on voit que j'ai une requête qui a été faite à googleanalytics.com qui prend du coup 11 kilos sur les 3 méga transférés. Donc ça c'est une première phase intéressante. Après il y a les filtres classiques que vous devez connaître, images, memory, ce genre de choses. Mais on peut aussi filtrer par le même type et là on peut être un peu plus précis. Typiquement sur les images, je peux vraiment préciser quels sont les PNG que j'utilise. Ok, donc là on voit qu'il y a eu 2 requêtes et que ça représente en fait beaucoup sur le site, 362 kilos sur ce qui a été transféré. On a peut-être quelque chose à faire au niveau optimisation de ce côté-là, quoi. Voilà, exactement. Ok. Alors on parle souvent aussi de mobile first, alors quand il va falloir qu'on pense responsive, etc., il va falloir forcément qu'on ait les outils adaptés. Et il se trouve, justement, mon trackpad est ici, voilà, qu'il y a un petit bouton, ici, Device Simulation, qui va nous permettre en fait d'essayer et de tester un certain nombre de choses. Je dois juste désactiver une petite truc. Tac, voilà. Hop. Et ça... caché. Donc, du coup, à travers cet écran-là, en fait, on va être capable de tester nos différentes résolutions, soit en les rentrant à la main, donc là, je pourrais les rentrer très bien, soit en faisant comme dans Firefox, en faisant glisser pour tester notre responsive. Donc là, par exemple, on voit qu'on a prévu quelque chose de différent pour les grands écrans, et pareil pour les plus petits. Ou alors, on va vouloir aller plus vite et on va vouloir cibler carrément directement un type de device. Donc là, par exemple, je vais vouloir cibler le Nexus 5. On va rafraîchir. Hop. Autant pour moi. Alors, il faudrait peut-être que ça valide. Voilà. Je rafraîchis. Et donc on voit l'affichage de notre site tel qu'il devrait être. Petit truc intéressant, c'est ce qui apparaît ici aussi. Ça nous montre en fait un zoom factor lié au device en fait. Donc ça c'est plutôt pratique et ça nous sert à bien tester les choses. De la même façon, quand on est en train de concevoir du coup notre site et qu'on est en train de réfléchir à notre media queries, etc. Il se trouve que si on clique ici, donc là c'est déjà cliqué, on le voit ici, on a en fait l'ensemble de nos breakpoint media queries qui sont de nos break media queries sur lesquels on va pouvoir cliquer et regarder en fait quel est le rendu correspondant. Et puis des fois on a envie d'aller un petit peu plus loin autour de ça et on se dit pourquoi on a fait ça, pourquoi j'ai ma règle 600 là, c'est quoi ça? En fait je vais pouvoir aller le consulter directement, je vais pouvoir aller voir directement mon code. Au passage, notez que le fichier qui est marqué ici, c'est un fichier less. C'est pas un fichier CSS. Parce qu'on utilise maintenant le source mapping en fait. Parce que dans la génération, dans notre build de génération, on a défini que notre fichier less était forcément compilé en CSS, c'est logique. Mais surtout, donc, qu'on génère un fichier source map à côté qui nous permet d'aller analyser notre code dans ce qui m'intéresse moi, le fichier less que j'édite quand je suis en train de développer. Et donc là, je vois en effet ma media queries qui correspond à mon 600. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et autre truc intéressant aussi quand on est à tester, on se dit, ok, bon, je suis en train de tester, j'ai testé les résolutions, c'est bien, mais j'ai envie de tester un petit peu le ressenti utilisateur. Parce que globalement, quand l'utilisateur il est chez Free, on se dit que bon, il va peut-être pas avoir la même connectivité que tout le monde, quoi. Donc on va vouloir le tester. Donc là je vais me mettre par exemple en 3G, en bonne 3G, et puis je vais rafraîchir mon site. Et là ça prend du temps. Et là ça prend du temps. Et là je me dis, oups, j'ai peut-être quelque chose à faire, j'ai peut-être quelque chose à travailler, je sais pas moi, un petit écran de chargement par exemple, parce que là on comprend pas ce qui se passe, ça charge, bon, très bien. Et puis, l'image elle est lourde, elle met vraiment du temps à s'afficher quoi. Donc il y a peut-être un truc à travailler après coup quoi.
De la même façon, ça peut vous servir donc à tester la connectivité, mais aussi, quand vous êtes... D'ailleurs, j'avais parlé du mobile first, on a aussi le offline first. Et là, du coup, je vais pouvoir tester mon site sans réseau. Ah non, je vais faire petite blague là. Ah voilà, pour ceux qui n'avaient pas vu, hein, déjà. Bref, ça c'est pas très intéressant. Ok. Mais ça c'est pas mal, du coup, tu nous as montré un petit peu comment tester sur mobile, mais ça vaut pas le vrai test sur mobile, enfin, je veux dire... C'est vrai, tu as raison. Donc, justement, pour tester sur un mobile, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser un plugin externe qui s'appelle ADB Plugin, que nous avons forcément préinstallé, qui est lié à mon téléphone, qui est ici. Et je vais aller dessus. On va regarder, on va voir. Donc là, j'ai déjà des onglets qui sont ouverts, très bien. Vous avez vu notre serveur, il est sur le port 3000, et donc je vais forwarder le port 3000, localhost 2.3000, done, et je vais ouvrir sur mon téléphone localhost. Vous voyez, je suis pas en train de taper 192, 168, enfin je sais pas quelle est l'adresse, et là j'ai mon téléphone qui est là. Alors, ouais, vous voyez pas trop, mais attendez, je vais être un peu plus gentil avec vous. Attends, je vais faire... Regardez. Donc là, je clique ici pour inspecter. Et donc, je vais pouvoir inspecter vraiment mon mobile. Et surtout, j'ai le vrai rendu de mon téléphone. Vas-y, scroll un petit coup là. Attends, montre en plus grand. Ah, attends, je vais essayer d'ouvrir. Voilà. Et là, du coup, je scroll. Il est en train de scroller. Voilà. Et on a le vrai rendu, directement. Donc là, on voit vraiment ce qui se passe. Si on saisissait et qu'on validait des choses, que là, je l'ai validé depuis l'interface, ça le validerait sur mon téléphone et inversement. Et c'est pas BrowserSync qui fait ça, là, pour le coup, c'est vraiment l'interface. De la même façon, je vais pouvoir inspecter mes éléments, tels que je faisais déjà de façon standard, mais sur mon téléphone. Donc là, je teste vraiment mon téléphone. Surtout pratique quand on veut tester, en fait, des sensors. Il y a un truc qui est pratique lié à ça aussi, c'est de pouvoir, en fait... Ferme ça, ouais. Attends, je voulais juste montrer le show FPS. Ah oui. Tac. Pif, paf, pouf. Rendering. Tic, tic, tic. Hop. Ouais. Et en fait, du coup, on va pouvoir un petit peu regarder voilà, les frames par seconde sur le mobile. Donc là, voilà, on va pouvoir descendre et regarder un petit peu quand est-ce que ça devient vraiment lent, quand on scroll, quand, par exemple, on passe en landscape ou voilà, ce genre de choses. Donc là, c'est pratique. Ok. Dernière chose aussi, tant qu'on est à concevoir encore aussi tout ce qui est autour des media queries, il se trouve que je fais un événement, à tout hasard le DevFest par exemple, et j'ai envie que quand les gens ils impriment mon site, que ce soit optimisé. Comment je vais faire? Je peux faire du CTRL-P, mais ça va être un petit peu long. Je vais passer un petit peu de temps. Et ben en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement dans c'est caché où ouais, faut que je réaffiche. C'est le truc que j'ai décoché tout à l'heure. Hop, je vais pouvoir aller dans les médias ici et dans le CSS média et je vais pouvoir choisir en fait mon média type. Et donc là, on voit que notre site, on a prévu du coup un affichage différent pour le média print. Donc c'est très pratique, ça permet en fait de vraiment anticiper ce genre de besoin, quoi. Ok. Autre chose aussi des fois qu'on a à faire quand on fait du développement, il y a des choses toutes simples qu'on a l'habitude de faire, c'est rendre le site joli justement au niveau des liens, quand un visiteur l'a déjà visité, changer sa couleur, ce genre de choses. Hop, hop, hop. Donc voilà. Donc on peut facilement regarder un petit peu le style que ça donne quand un lien ou un input a déjà été, quand on a le focus dessus, ce genre de choses. Donc voilà, des choses assez classiques. Et puis des fois c'est un peu plus galère. Typiquement là j'ai un select et puis du coup je voudrais changer l'icône ou voir un petit peu quelle est l'icône qui est associée à network pour la modifier. Ok. Alors ok, en fait j'y arrive pas. Chaque fois que je clique, la select elle disparaît. Et oui, parce que c'est ton DOM qui est modifié. Du coup, il y a quelque chose d'assez sympa par rapport à ça, c'est de pouvoir bloquer toutes les modifications qui vont apparaître dans le DOM. Donc là, je lui dis en fait, à chaque modification du DOM, bloque vraiment ce qui va se passer. Comme ça, du coup, je vais pouvoir peut-être essayer d'aller inspecter les éléments. Donc la première fois quand j'ouvre, il y a pas mal d'événements du DOM qui vont apparaître. Mais bon, moi, je m'en fiche. C'est plutôt quand ça se ferme que je voudrais bloquer. Hop.
Donc là, maintenant, je vais essayer d'inspecter. Et puis là, au moment où ça va se fermer, bah voilà, tout est bloqué. Donc on voit que j'ai un DOM breakpoint. Et puis du coup, j'arrive bien à ma petite icône. Et du coup, je vais pouvoir tester différentes icônes pour regarder un petit peu le rendu à ce niveau-là. Donc des choses vraiment vraiment sympas par rapport à ça. Ok, et puis bah quand j'ai fini, hop, je remove les breakpoints. Je relance le point d'arrêt et voilà. Autre truc qui est intéressant aussi quand on est à inspecter un petit peu le DOM, c'est j'ai ouï dire qu'il y avait un nouveau truc là sur le web en ce moment qui arrive qui s'appelle les web components. Apparemment, c'est l'avenir du web. Bref, une des composantes importantes des web components, vous l'aurez compris, c'est le shadow DOM aussi. C'est bien de pouvoir inspecter un petit peu le shadow DOM. Et alors, il y a naturellement le shadow DOM qu'on va développer sur nos web components, mais des fois, on a envie de customiser un petit peu celui qui est déjà disponible en fait. Donc là, par exemple, si je vais regarder ici, on voit que je ne sais pas ce qui se passe, mais pour autant, je vais être capable d'activer une option et de voir en fait le shadow DOM du user agent de mon navigateur. Et quand j'y retourne, magie, je peux accéder à mon shadow DOM, ce qui est plutôt pratique. Et on va pouvoir l'éditer. Par exemple, si je trouve que la couleur là, qui est du placeholder ne me plaît pas, ben je vais je vais changer la couleur. Donc vous voyez, j'ai un joli color picker. Et surtout, le nouveau là, qui est disponible maintenant, il nous permet de choisir directement les couleurs. Là par exemple, j'ai envie d'utiliser le vert qui est ici, donc je vais valider. Et j'ai pu éditer donc directement mon shadow DOM. Très pratique. Autre chose, toujours dans les parties optimisation, des fois j'ai envie de voir un petit peu quel est le rendu. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré dans l'affichage en mode 3G, on a vu que c'était long. Et puis, par contre, quand c'est arrivé, tout est arrivé d'un coup. J'ai peut-être envie d'aller un petit peu plus loin et de comprendre l'affichage et surtout l'ordre d'affichage de mon interface. Alors, il se trouve que il y a un nouveau truc qui est dispo. Alors aujourd'hui, c'est que dans Canary. Donc, je vais enregistrer ce use case là. Vous allez voir, donc là vous voyez, je rafraîchis, ça modifie tout. Donc on va enregistrer ça. Et on va regarder ce qu'on peut en faire. Ok, j'arrête d'enregistrer. Voilà, il récupère. Je vais me placer par là, parce que ça c'était la fin de mon rendu. Puis ça correspond à ce que j'ai affiché. Vous voyez, ici. Alors je vais me mettre, fermer un petit peu, faire plus de place. Et je vais aller dans un truc qui s'appelle le Paint Profiler. Donc il est en train de faire son petit travail, c'est très bien. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Et bien en fait, je vais avoir la possibilité, attention les yeux, d'afficher l'ordre d'affichage vraiment tel que ça s'est passé sur le DOM. On va comprendre vraiment la constitution de notre HTML, voir au passage, on va pouvoir cliquer sur chacun des éléments, voir qu'est-ce qui a pris du temps, etc. Donc là, on voit au début qu'il pose tous les boutons, et c'est à la fin, sur la fin, qu'il commence à poser tous les borders, etc., etc. Donc là, ça peut être très pratique, du coup, quand on veut vraiment aller loin dans l'optimisation, dans tout ce qui est optimisation d'affichage, etc. Et autre truc, donc là, on vous a dit, hein, ça va vite, hein. Donc, autre truc, là je change complètement de sujet, c'est très souvent, on utilise des frameworks pour nos développements, c'est bien, mais la call stack, quand on est en train de regarder un petit peu nos événements, en fait, on s'en fout qu'AngularJS il fasse 15 milliards de choses. Moi, j'ai juste envie de savoir qui, dans mon application, est à l'origine de l'appel. Par exemple, on va faire quelque chose. Alors, on va se positionner dans les sources. On va aller voir mon application. Alors, on a fait un truc inutile, mais bon, c'est pas très grave. J'ai mis dans l'application deux événements, un sur l'ajout d'un élément dans la liste, l'autre sur la suppression, qui sont émis par mon contrôleur, reçus dans un service à travers un $RootScope, $emit. Donc, bref, ça va passer par les mécanismes internes d'Angular. Donc là, si je veux ajouter un élément, donc j'ajoute un élément. Je suis dans mon breakpoint, c'est très bien. Qu'est-ce qui va se passer? Là, vous êtes dans la call stack standard. OK. Et puis là, on arrive dans le truc qui m'embête, AngularJS. Et il y a un nouveau truc qui est là, qui s'appelle le Black Box Script.
qui va vous permettre d'exclure en fait directement un script. Là, vous voyez, il est grisé. Et ça veut dire en fait que là, quand je vais refaire mon autre... hop, je vais faire arrêter. Vous voyez, j'ai mon on test là. Il me dit que j'ai 4 stack frames qui ont été blackboxés. Et là, moi, dans ma call stack, ce que je manipule, c'est vraiment uniquement que les choses qui correspondent à mon application. Ça me permet vraiment de me centraliser, de me focuser sur ce qui concerne mon appli. Très pratique, du coup. Hop. Donc, je vais juste virer mes points d'arrêt. Tac. Tac. Ok. Donc là, on a vu une partie plus un petit peu, le call stack, le black box qui permet vraiment de voir que son application. Dans son application aussi, ce qui peut être bien, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau JS. Donc là, dans la timeline, on a vu au niveau du pen ce qui se passait, mais on peut aussi regarder autre chose. Hop, je vais essayer de baisser un peu tous les éléments. Hop, hop. Tac, je vais rafraîchir ma liste de to-do. Voilà, et on a vu le dernier appel était assez long. Tac. Ok. Donc là, c'était mon premier appel qui était tout simple. Mon deuxième appel, voilà, qui est à peu près identique. Et le troisième, on voit que là, il y a plus de choses qui se sont passées. Notamment, on voit ici, là, au niveau de la heap size, on voit du coup qu'il y a dû avoir des gros traitements, puisqu'il y a eu une espèce de garbage collector qui est passé là, pour voir un peu tout ça. Et quand on regarde de plus près, voilà, du coup, il y a pas mal de fenêtres. Tic, tic, tic. Et comment je fais pour descendre? Je scroll, non? Voilà, quand on essaye de descendre. Hop. Ouais, je sais plus où je suis là. Alors, bon, wow. Ce qu'on est censé voir, normalement, il nous fallait forcément un effet démo, c'est normal. Ouais. On est censé voir en fait qu'on a fait une méthode qui bêtement fait une sorte de boucle, presque de boucle infinie, qui fait ralentir énormément en fait notre application. Donc là, à travers ça et un écran qui est pas en 1024, on a plus de place pour analyser ce qui se passe. Et donc on est capable de voir vraiment au fin fond de la stack d'appel ici les méthodes qui prennent du temps et aussi d'identifier que le nom des méthodes. Donc là par exemple normalement on est censé retrouver le nom de notre méthode. On va pouvoir après cliquer directement sur l'appel et retrouver directement notre problème ici, un appel beaucoup trop long. Bon, je pense que c'est pas bien grave. Voilà. Autre chose dans les rendus aussi qu'on a vu tout à l'heure, des petits trucs qui peuvent être sympas. Donc je vais montrer le FPS meter, donc ça permet de voir des choses. Il y a aussi le show pane rectangle qui permet en fait de voir vraiment à quelle partie de l'IHM est redessinée en fait à chaque fois que je clique sur des éléments. Donc ça c'est aussi sympa. Qu'est-ce qui se passe quand tu cliques sur le to-do du coup, sur le rafraîchissement? Eh bien voilà, donc nous derrière c'est du Angular, donc je pense qu'il y a tout qui rafraîchit. Ouf. Bim. Ouh là là. Donc il y a peut-être des trucs à faire encore. Ouais. Alors après côté Angular, donc nous notre appli c'est du Angular. Je vais juste donner aussi quelques petits trucs par rapport à Angular. Donc je pense que pas mal de monde, si vous faites du Angular, utilisez Batarang. Donc c'est un petit plugin. Moi le seul truc que je trouve vraiment intéressant en Batarang, c'est le petit élément en fait $scope qu'on a vraiment sur les différents éléments. Donc là par exemple je vais essayer de me mettre sur mon to-do, et en fait on voit que c'est un ngRepeat. Enfin bon, après je pense qu'il y a pas mal de monde qui connaît Angular. Donc on voit en fait les différentes variables qui sont utilisées vraiment sur mon élément courant. Donc je vais pouvoir vraiment savoir ce qui est utile. Donc j'ai le $first, le $index, le $lash, ce genre de choses. Et puis j'ai directement aussi mon objet. Du coup mon objet qui représente en fait mon tray workspace codé. Donc ça c'est vraiment l'objet en fait que j'ai dans le scope vraiment de cet élément là. Et vraiment ce qui est pratique, c'est qu'on peut remonter comme ça la chaîne. Et vraiment cliquer un peu n'importe où dans son application et vraiment regarder plutôt les éléments, voir ce qui est disponible, voir ce qu'on attend et du coup regarder un peu au niveau du binding ce qui se passe. Donc ça c'est la première chose, c'est au niveau du Batarang. Il y a aussi un autre petit projet qui est assez sympa qui s'appelle NGStat. Donc là c'est pareil en fait, au lieu de le rappeler régulièrement en Watch, je l'ai mis dans les snippets de code. Les snippets, c'est très pratique finalement. Et là j'essaie de le montrer en zoomant. Non, alors ce qu'on va essayer de voir, c'est un affichage
Je sais pas si tout le monde voit, là, il y a un petit 176. Si on le voit bien sur l'écran. Ouais. Ok, d'accord. Moi, je vois rien. En gros, c'est le nombre de watchers qu'il y a dans la page. Oups, faut pas trop que je bouge. Et en fait, derrière aussi, le petit nombre qui est à droite, en fait, c'est le temps du digest Angular. Donc ça se pratique. Du coup, dans ces pages, comme ça, on peut naviguer et voir un petit peu le nombre de watchers, s'il augmente. Si on fait des allers-retours, est-ce que du coup, je retrouve bien le nombre de watchers que j'avais avant. Et puis, l'idée aussi dans Angular, voilà, c'est de diminuer le nombre de watchers. Donc, du coup, potentiellement, passer sur un binding unidirectionnel et pas bidirectionnel. Donc, c'est le genre de choses vraiment sympa au niveau de NGStat, qui peut être très utile, du coup, dans son projet. Tac, tac, tac. Hop. Il nous reste moins d'une minute. Ouais. Allez, c'est parti. Le dernier point intéressant, donc on a vu tout à l'heure les images qui étaient très longues à être affichées. C'était ici. Tac, tac, tac. On a un dernier plugin à vous montrer en fait. Voilà, donc c'est PageSpeed de Google qui permet en fait d'analyser le site web. Wow. Donc là, il regarde un peu et puis il me dit bon bah voilà, on peut regarder un petit peu les headers, tout ce qui est mise en cache, qui est très important. Ça permet aussi de vérifier le nombre de CSS. Il vous dit qu'il faut minifier, ce genre de choses. Et un petit truc qui est vraiment sympa, c'est l'optimisation des images. Donc là, typiquement, il me dit que je pourrais gagner 95% de taille sur une image, qui est du coup l'image de Devoxx. Et ce qui est sympa, c'est que j'ai directement voir le contenu optimisé. Si je clique dessus, en fait, j'ai l'image qu'on utilise, mais optimisée par PageSpeed. Donc là, l'image, elle a gagné 95% de son poids. Et du coup, je vais pouvoir la réutiliser et la mettre dans mon site web pour qu'il soit plus léger. Voilà. J'espère que vous avez apprécié un petit peu ce tour des DevTools. On n'aura pas forcément le temps pour les questions là, on peut les prendre en dehors. Sachez juste qu'il y a un dernier truc dont on n'a pas parlé mais qu'on montre pas, c'est qu'il y a beaucoup de travail fait aussi autour des animations actuellement sur les DevTools, mais que si vous voulez vraiment travailler avec les animations et les débugger, utilisez Firefox Developer Edition. Vous allez vraiment pouvoir aller plus loin dans la customisation. Et voilà, c'est bon.